Piotr qui vient de nous rejoindre, juste là. Voilà. Donc il est 31, on est parti. Donc bienvenue à tous pour ce nouveau BBL Beastie Job. On va parler microservices. Alors je me présente rapidement, moi c'est Sébastien, je suis à la tête du collectif de freelance tech Beastie Job. Alors notre mission c'est de filer des jobs vraiment pertinents aux freelances et des profils qui matchent réellement avec les besoins des donneurs d'ordre. On fait tout ça en toute transparence et sans prendre de commission. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur beastiejob.com. Aujourd'hui, nous retrouvons Yannick Greenfinger, qui nous avait déjà fait une présentation sur la craftsmanship. Salut Yannick. Hello. Oui, salut. Alors, tu es coach craft actuellement chez Binext Company, c'est ça? Je te laisse te présenter. Eh bah, t'as tout dit. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je développe. Je suis jamais passé freelance. Je reste dans le grand milieu des sociétés de services. Et là, oui, j'ai rejoint Binext Company en tant que coach craft. Voilà. Je vais pas faire un long laïus parce que j'ai beaucoup de choses à dire, donc il va falloir que je parle vite. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous parler de microservices. Alors, parce que l'idée, c'est que je l'avais fait avec un ancien collègue, on l'avait fait qui s'appelait David Panza, qui lui est passé freelance. C'est vraiment un retour d'expérience d'une transformation de monolithe à microservices qu'on a vécu. Donc, ça, avec de la vraie vie dedans. Je ne suis pas là pour vous vendre AWS ou Kubernetes ou Spring Cloud ou le dernier truc qui vient de sortir. C'est vraiment pour... mon objectif à la fin de ce talk, c'est que si vous avez compris comment vous pourriez éviter les erreurs qu'on a fait ou pourquoi vous feriez du microservice ou pourquoi vous n'en feriez pas, ça serait super. Donc voilà. C'est quoi le contexte de ce retour d'expérience? Et ben en fait, c'est... Alors, j'étais censé me le présenter, mais c'est pas grave. On a un vieux monolithe. Ça fait 10 ans qu'on le développe. Il a été démarré en 2005. On est dans le monde Java, donc avec des technos d'il y a 10 ans en Java. Alors, Java, c'est un monde qui bouge pas beaucoup, mais finalement, quand on se prend un truc qui n'a pas vraiment évolué depuis 10 ans, on souffre un peu. Genre en Spring 2, des choses comme ça. Et surtout, c'est un projet qui a été complètement externalisé dans une filiale de réduction de coûts dans un pays asiatique lointain. Et voilà, ils veulent récupérer un peu le contrôle de ce qui se passe, la capacité à livrer des choses dans l'entreprise. Alors pour information, c'est une banque avec un logo rouge et noir. Voilà. Et malheureusement, le problème dans un monolithe, c'est que souvent on se retrouve avec cette chose qu'on appelle, cette monstruosité qu'on a tendance à appeler legacy code. Alors j'aime bien dire, il y a des gens qui le disent très justement, le legacy, c'est quand même quand votre logiciel a marché. Donc c'est-à-dire quand même, c'est quand il a servi à quelque chose. Sinon, on n'en parle pas, c'est déjà à la poubelle ou c'est dans les fins fonds de GitHub. Donc le legacy, c'est quelque chose qui arrive très vite et qui est monnaie courante. Mais il y a des fois où ça devient extrême et c'est là où ce truc qu'on appelle legacy qui devient horrible et qu'on n'arrive plus à modifier, qu'on n'arrive plus à faire évoluer et que si on met un développeur devant, à part les gens qui aiment bien se faire mal en faisant du refactoring, ben, la plupart vont commencer à pleurer et vouloir aller faire autre chose. Et justement, en se disant on allait faire autre chose, c'est quand même une grande entreprise française, donc on est toujours un peu en retard, mais c'est quand même encore donc ça c'était il y a 3-4 ans, c'était encore la mode du microservice. Donc c'est super, il faut en faire. Alors, il y a Josh Long. Josh Long, c'est un monsieur qui est très intéressant, c'est un Spring Developer Advocate, donc un Pivotal Developer Advocate, qui donc vend Spring et Spring Cloud. Et il a sorti un tweet que j'ai réussi à choper, et il l'a effacé juste après en disant ouais, j'ai peut-être exagéré sur le climate change deniers, mais en gros, si vous êtes contre si vous défendez les applications monolithes en 2017, c'est quand même que là vous exagérez, hein, pour arrêter les conneries. Bon, il l'a effacé, c'est triste. Et puis je fais la présentation comme ça, il n'y a pas les gifs qui vont marcher, c'était rigolo. Il y a quelques temps, en novembre 2019, j'ai vu un ingénieur d'une banque, d'une fintech qui s'appelle Monzo, qui sort, on a 1500 microservices.
Waouh! Et donc, il sort ce graphe pour monter les interactions entre microservices. Alors, je pense que la plupart des réactions a été what? Et là où mon what a pris plus d'ampleur, c'est quand il vous explique qu'ils sont que 150 ingénieurs. Alors, je suis peut-être pas à leur niveau de compétence ou d'intelligence ou tout ça, mais maintenir 10 microservices par ingénieur, c'est juste, je sais pas comment ils font en fait. Alors, est-ce que c'est une cascade marketing? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'en fait, ils pleurent tous les soirs et ils se lovent dans leur lit, tout ça, en faisant des cauchemars? Je n'en sais rien, mais voilà. 1500 microservices, c'est juste énorme. Alors, si vous voulez faire du microservice un peu fou, bah, n'hésitez pas à aller voir comment ils font. Il y a sûrement plein d'idées intéressantes. Et ils utilisent Kubernetes et c'est super. Et puis, très récemment, le 7 avril 2020, il y a Uber qui dit finalement, les microservices c'est bien, mais on en a peut-être un peu trop fait. Et encore, je pense qu'ils n'ont pas un ratio de 10 pour 1. Et on va passer à des macroservices. Alors là, on se demande ce que c'est un peu, de quoi ils parlent en fait. Est-ce qu'ils vont refaire du SOA peut-être? On ne sait pas. Et il y a une remarque qu'on a beaucoup aimée, il y a une réponse sur Twitter ou une référence sur Twitter qui dit en 2016, Uber se targue d'avoir plein des milliers de microservices et tout le monde leur dit c'est fou. Et puis en 2020, ils disent ouais, en fait c'était un peu fou. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microservice? En fait, on fait une comparaison entre l'application monolithe avec ses layers. Vous n'êtes pas obligé de faire des layers, hein, vous pouvez faire des choses super plus intéressantes comme l'architecture hexagonale, et vous allez souvent avoir ce genre de choses, et puis vous allez dire on va le découper en plein de petites bulles qui vont marcher de façon indépendante, tout ça. Une version un peu plus propre de la définition, donc c'est un monsieur qui s'appelle Adrian Cockcroft, qui était je crois, le CTO de Netflix à un moment, et qui dit une archi microservice, c'est une architecture avec des services qui sont très faiblement couplés, et ces services représentent des binding contextes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un binding context, c'est un élément qui est censé fonctionner le plus indépendamment possible. En fait, normalement, c'est un élément du domaine qui comporte la même sémantique de langage, pour utiliser des termes un peu pompeux. Mais en gros, par exemple, dans un site d'e-commerce, la livraison, ça va être un booking context. Le paiement, ça va être un booking context, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à voir que Domain Driven Design, donc tout cet ensemble de principes et d'outillages qui nous permet de mieux comprendre nos domaines et les booking contexts, sert beaucoup quand vous faites des microservices. Alors, pourquoi on ferait des microservices? Alors déjà, la première raison, qui est même business. Hein, si vous lisez Accelerate ou le State of DevOps Report, vous verrez que les boîtes qui marchent très bien dans l'IT, c'est cette capacité à livrer de façon régulière, rapidement, et d'apporter de la valeur aux utilisateurs le plus vite possible. Donc l'intérêt des microservices, c'est vraiment cette capacité à livrer de façon indépendante des pans de votre service de façon plus rapide. Un autre élément, c'est contrairement surtout au monde Java d'il y a 10 ans, c'est pour ça qu'on refait tout en Go, ne le faites pas, c'est plus rapide à démarrer. Vous avez une base de code plus petite, vous pouvez peut-être même aller chercher d'autres langages, d'autres systèmes qui vont démarrer plus vite que la vieille base de code Java d'il y a 10 ans. Une base de code plus petite, donc plus facile à gérer. Moins vous avez de lignes de code, plus c'est facile à comprendre. Ça, c'est un truc de base. Vous allez pouvoir vous aligner par rapport à votre transformation agile, donc faire des feature teams. Ça, c'est super. Et nous, on l'a utilisé aussi pour refaire de façon incrémentale un legacy. On ne va pas avoir le vrai Big Bang où vous jetez tout à la fin et vous repartez de zéro, et puis à une date X, souvent trop tard, vous avez relivré l'ensemble de votre SI. D'autres éléments intéressants, même si ça peut être moins utile, ça va dépendre de votre niveau, de votre échelle. Alors notamment la mise à l'échelle et la résilience, ça veut dire si vous appelez Netflix, vous avez tellement d'utilisateurs qu'il va falloir être capable de scaler verticalement, ou si vous appelez vente privée à 7h du matin, vous prenez toute la charge de la journée pratiquement.
Et un autre besoin aussi, si vous avez besoin de Go ou de Rust ou je sais pas, ou d'Erlang ou le langage que personne connaît pour un besoin très particulier, vous pouvez l'utiliser à ce moment-là sans être obligé de tout faire en Go. Et là, c'est là où on a découvert un peu 4 axes de maturité, donc 4 éléments qui peuvent être traités de façon indépendante, mais qui ont une sorte de continuité dans la difficulté, on va dire. Donc on va commencer par le plus simple. Le plus simple, alors là normalement il y a un petit gif qui montre des gens qui arrivent à se passer, à jongler ensemble, c'est les jouets d'un système distribué. Alors ça veut dire quoi un système distribué? C'est qu'un des premiers prérequis que vous aurez, c'est découper le système en domaines. Donc si vous voulez avoir plein de services, ça ne sert à rien de mettre un service qui affiche la vue, un service qui se connecte à la base de données et un service qui rend le service. Ça, c'est prendre les layers et les découper, c'est la plus... Enfin, j'espère que personne ne l'a jamais fait. C'est peut-être le cas, mais c'est vraiment la plus mauvaise idée que vous pourriez avoir. Donc l'idée, c'est que si vous avez un monolithe qui représente votre site d'e-commerce, peut-être que vous allez sortir le paiement, peut-être que vous allez sortir la livraison, peut-être que vous sortirez le catalogue, parce que le catalogue, en fait, c'est là où tout le monde... Là où vous avez le plus d'appels, c'est-à-dire que vous avez peut-être 1000 connexions par seconde sur le catalogue et peut-être une connexion par seconde sur le paiement. Donc là, vous allez devoir découper en domaines, ce qui est à la fois la première étape qui peut être la plus simple si vous avez accès, si vous comprenez votre domaine, si vous avez accès aux experts du domaine, mais c'est peut-être pas la plus simple parce que c'est la plus fondamentale. Si vous réussissez ce découpage en domaine, il y a beaucoup de chances que le passage à microservices se fasse bien ou que vos microservices aient une vie plutôt agréable. Et vous pourrez bien sûr mettre des équipes associées à des bundles contextes particuliers. Heureusement, il y a des choses, il y a des domaines, enfin des choses qui en parlent très bien. Donc, Domain Driven Design, le Blue Book, vous avez tous ces livres autour du domaine design, les meetups, etc. Allez vous renseigner, il y a des gens qui en parlent très très bien. Arnaud Lemaire est quelqu'un qui parle très très bien des sujets autour de DDD. Vous avez l'Event Storming, qui est un atelier pour mieux comprendre quels sont les process de votre métier. Ça va mieux comprendre les événements qui se passent au sein de votre système, donc votre système. Ça peut servir à créer le nouveau système ou surtout, moi j'aime beaucoup recomprendre ce qui se passe dans l'ancien système et on va ramener les gens du métier, les gens de la technique pour avoir des effets. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça marche, on n'avait pas prévu. On va essayer de s'assurer de l'autonomie et la résilience. C'est pas obligé que tout marche parfaitement, mais par exemple le catalogue, il faut mieux ça marche, le paiement, il faut mieux ça marche. Et pour s'assurer de ça, il y a deux façons. Il y a une façon, alors sans l'équipe, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux, on comprend encore moins. Il y a une façon assez classique, c'est de faire des appels HTTP. Alors, il y a toute une mode des event-driven architectures, donc ces architectures poussées par les événements. C'est très très bien, ça permet une résilience meilleure, une autonomie meilleure, ça a une certaine complexité. Tout ce qui est, donc là, vous passerez plutôt par RabbitMQ, Kafka. Moi, j'ai tendance à dire, essayez de voir avec HTTP si ça répond à peu près à votre besoin. Si vous n'appelez pas Amazon, essayez HTTP, ça marche bien. Mais dans tous les cas, vous aurez besoin de cette notion de load balancer, de service discovery, parce que vous n'allez pas avoir une instance du service paiement, par exemple. Vous allez sûrement en avoir plusieurs qui vont être sur une architecture élastique, comme on dit. Ça ne va pas être assigné une IP particulière, ça va être sur AWS, sur du cloud, sur du Kubernetes, ce que vous voulez. Et donc, il faut un load balancer devant ou un service discovery qui sache sur quelle IP aller trouver le service. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y a plein d'outils qui vous facilitent ça, SpringCloud, etc. Ou Node.js, enfin, il y a plein d'outils. Mais allez voir ça. Un des prérequis, ou plutôt un des éléments intéressants de ce découpage en domaine, c'est que, encore une fois, peut-être que vous allez aller chercher le bon outil au bon moment. Si vous faites une brique de traitement vidéo, peut-être que vous n'allez pas la faire en Java. Peut-être que vous n'allez pas la faire en JavaScript. Vous allez peut-être utiliser C++ ou Rust. Donc, vous n'êtes pas bloqué sur une techno. Vous pouvez aller utiliser la meilleure techno au meilleur endroit. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, ça va demander aussi des choix parce que vous n'allez peut-être pas non plus utiliser un nouveau langage pour chaque besoin. Donc, bon, à garder en tête, mais c'est assez intéressant. Alors, je l'ai déjà dit, mais vraiment, ouais, l'idée, c'est d'être capable d'adapter la techno aux besoins que vous avez.
Là, on revient sur un prérequis qui est extrêmement important, j'insiste là-dessus. L'idée du microservice, alors c'est vraiment les joies du système distribué, c'est qu'un système distribué, c'est une bête qui a tendance à casser tout le temps. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement chaotique et de peu robuste en fait. Donc même je dirais de fragile, sauf si vous le rendez, il y a des techniques pour ça, antifragile, ça veut dire que vous avez des capacités de détecter qu'il y a une erreur, qu'un service est en train de tomber, de relancer une nouvelle instance le plus rapidement possible. Donc là, vous allez utiliser tous les outils type Docker, Kubernetes, AWS, etc., l'infra as code. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a limité la base de code, mais si vous voulez que votre archi microservice soit robuste, soit antifragile, il faut vraiment que ces éléments de service soient très très bien testés. Donc vos petites briques, vos petits services, il faut que la qualité soit là. Si la qualité déjà vous la loupez à ce moment-là, ça va être un massacre. Donc clairement, vous allez avoir cette notion de test unitaire, alors, cette pyramide, mais les tests unitaires, la qualité des tests au niveau des services doit être parfaite. Si vous n'êtes pas capable, si déjà c'est le bordel à ce niveau-là, ça casse à ce niveau-là, quand vous allez tout mettre ensemble, ça va être juste ingérable. Donc un monolithe, c'est plus simple. Un monolithe, vous lancez votre application, vous lancez le debug, et puis voilà. Là le système, la plateforme qui rend le service, par exemple la plateforme Amazon, bah, c'est un ensemble de microservices. Donc, vous n'allez pas débugger tous les microservices un par un. Vous n'allez pas suivre une sorte de flow de debug au sein des X services. Donc vraiment, la qualité, c'est ultra nécessaire. Parce que vous allez avoir plus de problèmes quand vous allez relier tout ça. Donc faites en sorte que déjà les briques unitaires, les fondations soient extrêmement solides. J'avance plus vite que prévu. Tant mieux. On aura plus de temps pour les questions. On va parler du deuxième axe de maturité. Donc on s'est dit, les microservices, c'est pour livrer plus vite. Donc, il faut être capable de faire de la livraison en continu. L'intégration en continu, bien sûr, la livraison en continu. Donc le premier prérequis, bah, c'est d'avoir les bons outils d'intégration continue. Donc vous n'allez pas débugger et livrer à la main. Hein. Ça, je pense que dans la salle ici, personne ne le fait, mais voilà, si vous en êtes là, essayez même pas de faire du microservice. L'intégration continue, alors je vais pas parler de ce que c'est vraiment, ça veut dire faire du trunk-based développement ici et d'intégrer en continu dans votre... on ne dit plus master, on dit trunk maintenant, dans votre branche principale en permanence, chaque jour, donc plutôt faire ce qu'on appelle du trunk-based développement et du TDD. Et là, on va plutôt parler des outils. Il faut que vos outils tiennent la charge. Quand on fait une seule de base de code, dans un repo standard, c'est assez simple. À chaque fois que quelqu'un commit, on lance Jenkins. Il n'y a pas énormément de builds. Donc, vous pouvez avoir une ou deux instances de Jenkins qui tournent et ça tient la charge. Quand vous avez plein de petits services qu'il faut rebuilder à tout moment, que justement l'idée c'est de livrer plus vite, donc de rajouter du code plus vite, etc., d'avoir plus d'équipes, parce que l'intérêt des microservices, c'est vraiment de scaler l'entreprise, c'est de mettre à l'échelle, de rajouter des personnes plus facilement et qu'elles puissent développer sans trop se marcher dessus. Donc vous allez avoir beaucoup plus de builds en parallèle. Et clairement, nous, on a fait la transition en plus d'instance Jenkins classique sur une machine vers Jenkins par les conteneurs. Et ça a été extrêmement douloureux parce qu'on n'était pas prêt et les builds failaient en permanence. Et quand vous êtes dans cette rapidité de livraison, dans cette rapidité de développement, le fait que votre intégration continue soit hors service pendant quelques heures, voire quelques jours, c'est vraiment l'horreur. Donc n'oubliez pas ça, prenez ça en compte. Ça va avoir tendance à pousser votre intégration continue à ses limites. Un autre truc qui est important, c'est, je pense, alors j'en ai déjà parlé, le trunk-based développement, je pense que c'est un élément extrêmement intéressant parce qu'encore une fois, l'idée c'est de pouvoir livrer le plus vite possible. Si vous êtes encore à faire du Git flow ou des trucs comme ça, je suis pas sûr que vous soyez complètement prêt pour avoir les avantages des microservices. C'est pas que vous puissiez pas faire du microservice, c'est qu'obligatoirement vous perdrez un peu les avantages des microservices et vous y gagnerez la complexité. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Et comment on fait du trunk-based développement, surtout sur une plateforme de X choses?
c'est qu'il va falloir faire du feature toggle. Alors feature toggle, c'est très simple dans le code, c'est un if, ma feature est activée, then je fais le code, sinon je ne le fais pas. Sauf que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à gérer sur le long terme, à maintenir, à voir quels sont les feature toggle qu'on peut enlever, ce qu'on doit mettre. Est-ce qu'on fait du feature toggle cross-service? Donc, est-ce qu'il faut un système centralisé au sein de votre plateforme de microservices de feature toggle? Il y a vraiment des questions qui se posent là-dessus. Il y a des outils sur Internet, comme d'habitude, Beurre, etc. propose des outils. Vous pouvez le faire à la main, c'est pas très compliqué. Mais voilà, c'est quelque chose à prendre en compte et à pas oublier. Et là, vous pouvez, si possible, si votre plateforme commence à déconner, désactiver tout un pan de votre plateforme assez rapidement, de façon au travers X services. J'en parlais, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir livrer facilement. Donc encore une fois, si vous êtes obligé de demander à l'Ops de prendre le jar dans le mail, ou votre package dans le mail et de l'installer et faire run le package, là clairement ne faites pas de microservices. Ça serait, encore une fois, je ne sais pas si des gens ont eu cette idée saugrenue, mais si vous en êtes là ou si vous sentez que ça va être compliqué, ne le faites pas. Alors nous parce qu'on était encore très très moderne, on est parti sur Docker. Et c'est vrai que un des avantages de Docker, c'est de pouvoir démarrer facilement, de livrer facilement, parce que c'est un package en soi, on pourrait dire que c'est une sorte de format de packaging. Ça permet d'avoir cette notion où le même Docker, enfin la même image Docker vient de l'environnement de dev jusqu'à l'environnement de prod, enfin parcourt les environnements, et dynamiquement au démarrage, on configure en fonction de l'environnement. Ça a des gros avantages. Il y a tous des débats sur est-ce que ça a que des avantages, mais c'est vraiment très intéressant. L'architecture container as a service avec ce Docker plus, je pense, Kubernetes, a vraiment un bon avenir là-dessus. Même si vous avez d'autres façons de travailler, si vous êtes très bon en infra as code, un très bon Ansible avec une très bonne intégration dans un outil de CI plus des instances Amazon ou je sais pas quoi, ou Google, ça peut aussi marcher très bien. Je suis vraiment déçu de ne pas avoir mes gifs. Donc, l'idée, c'est... Alors, l'image, normalement, c'est quand le bateau est tiré, il explose en tombant. Et l'idée, c'est quoi? C'est que livrer en production, ça doit être un non-événement. Ça veut dire qu'à tout moment, vous devez être capable de réparer, ou plutôt de livrer sans que votre système explose à ce moment-là. Donc là, encore une fois, on parle de qualité. Qualité à la fois craft, artisanat du code, comment votre code est-ce que votre code est bien testé, est-ce qu'il est propre, est-ce que vous en êtes c'est pas fier, mais est-ce que vous avez confiance dans votre capacité de livraison, et si possible aussi, ça peut être cette capacité de rollbacker. Donc l'avantage, c'est que potentiellement avec des systèmes à base de conteneurs, vous pouvez avoir toujours l'ancienne image qui est toujours disponible, et vous allez faire des health checks, vous allez demander au moment où vous livrez, vous allez même faire du blue-green déploiement, vous allez commencer à livrer une instance, peut-être envoyer une partie du trafic, même au moment où ça démarre, vérifier que ça a bien démarré. Et s'il y a le moins de problèmes, vous pouvez toujours très vite rollbacker de façon très rapide sur la version d'avant. Donc vraiment, ça c'est une idée à garder en tête. Et comme on dit, si vous n'y arrivez pas, faites-le plus souvent. Si ça fait mal, faites-le plus souvent. Livrer, ça doit être un non-événement. Il y a toujours cette blague, il ne faut pas livrer à 17h, le vendredi à 17h. Et bien si justement, soyez capable de livrer le vendredi à 17h. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire tout le temps, mais si vous en êtes capable, c'est déjà très bien. Un élément très important, c'est que si vous travaillez dans une entreprise où d'un côté il y a les ops et d'un côté il y a les devs, et que pour parler entre les deux, il faut remplir le formulaire A360B et le faire valider par le responsable des ops, ne faites pas de microservices. Ça va être trop compliqué. Il faut vraiment que les ops soit travaillent au plus proche des devs, soit créent une plateforme à base de je sais pas quoi, qui permettent aux devs d'être indépendants et d'avoir le contrôle sur ce qui se passe en prod. Si ça commence à bugger, si ça commence à avoir des failures, il
faut vraiment travailler ensemble, quoi. C'est impossible de faire du microservice si vous n'avez pas une certaine maturité DevOps. Enfin, de faire du microservice en toute confiance. Alors, les jeux de la collaboration, ça va être quoi? Bah, c'est que finalement, comme j'avais déjà dit, mais je répète, faire des microservices, un des gros avantages, alors vous pouvez voir un avantage dans le sens où le catalogue il se prend 10 000 fois plus d'appels réseau que le paiement, mais un des vrais avantages, c'est que vous allez pouvoir avoir plus d'équipes qui travaillent sur la même plateforme. Et le problème, c'est que c'est pas simple du tout, quoi. C'est-à-dire très vite, le groupe en psychologie, quand vous créez un groupe, il va tendance à avoir sa culture, à commencer à voir l'autre pas comme un ennemi, mais voilà, on ne va pas obligatoirement parler à lui. Un autre effet qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on appelle la loi de Conway. La loi de Conway dit l'architecture est drivée par l'organisation de l'entreprise. Donc nous, on vient souvent avec cette vision de développeur, on essaie de bien faire, d'avoir la meilleure solution qui répond le mieux à besoin. Et en fait, souvent, ce n'est pas le cas. Ce qui drive l'architecture, c'est l'organisation. Et nous, par exemple, dans notre contexte, il fallait obligatoirement des équipes en Inde et des équipes sur Paris. Et bien sûr, on s'est un peu battu pour savoir qui récupérait les bonding contextes les plus intéressants. Alors voilà, c'est des choses à ne pas oublier. Comment l'organisation pousse votre architecture? Est-ce que vous pouvez lutter contre? Il y a un très bon livre qui s'appelle Team Topologies qui est sorti, qui essaye de faire l'inverse. Il y a une notion qui s'appelle la loi de Conway inverse. On essaye de dire, non, on va créer l'organisation qui répond aux besoins d'architecture. Alors c'est une très bonne idée théorique. Dans la réalité, l'organisation, quels sont les cercles de pouvoir? C'est ça qui va influencer votre système. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir ces petites équipes autonomes, les plus autonomes possibles, si possible des feature teams, si possible qu'il ne faille pas plus d'une grande pizza pour la nourrir, comme l'avait dit le boss d'Amazon. Et donc qui comporte un PO, quelqu'un qui représente le métier, qui est capable de décrire le besoin, qui est capable de l'expliquer. Peut-être un Scrum Master si vous êtes dans Scrum, très sûrement des développeurs, mais des développeurs aussi plein, back, front. Alors quand on fait du front mobile, etc., ça devient un peu plus compliqué. C'est encore des sujets, à mon avis, qui sont en travaux, donc Team Topologies essaye de travailler là-dessus. Et vous allez peut-être avoir un QA et sûrement quelqu'un qui est capable d'accéder à la prod ou vous aider sur la prod, donc ce DevOps. Dans les contextes très sécurisés comme la banque, clairement, l'Ops, ça va être peut-être la personne qui a le droit de pousser en prod. Mais pour des questions aussi de loi, légale, mais il faut qu'elle soit à côté de vous ou pas loin de vous. Un des éléments le plus important, il y a une très bonne presse d'Evox qui en parle, j'ai plus le nom d'un monsieur qui s'appelle Clément Delafargue, qui explique que le vrai problème dans une archi microservice, le vrai problème dans tous les cas, le vrai problème, il arrive à l'extérieur de votre bonding context, en fait, dans les interactions entre les différents services. Dans cette zone un peu no man's land, démilitarisée, entre on a X équipes, X services autonomes, chacun dans son coin essaie de bien faire. En fait, tous les problèmes vont arriver au niveau de la communication entre ces services. Et notamment au niveau des standards. Est-ce qu'on fait de l'HTTP? Comment on fait de l'HTTP? Est-ce qu'on fait du GraphQL? Je ne sais pas. Est-ce qu'on fait des messages? Très bien, si on fait des messages, mais comment on indique, par exemple, si vous faites du messaging, vous avez sûrement besoin de ce qu'on appelle un ID idempotent, enfin un ID pour créer l'idempotence dans votre système. C'est-à-dire que si ça peut arriver, si votre message arrive 2 fois sur un autre service qui est censé le consommer, ce service dit « Ah ben non, en fait, j'ai déjà eu cet ID, ça veut dire que je l'ai déjà traité, je ne suis pas obligé de le refaire. » Donc, c'est metadata, il va falloir décider des standards là-dessus. Et je reviens en arrière, et c'est là où, très clairement, vous allez peut-être devoir créer des communautés de pratiques. Alors, soit vous êtes très command and control et vous ramenez un comité d'architecture, un architecte qui fait tout ça, soit ce qui peut servir, c'est des gens qui sont peut-être là pour justement pousser ces standards, pour dire au moins, un peu comme du coaching, dire là, il faut résoudre ce problème-là.
mais essayez d'abord des communautés de pratique où collégialement, vous allez essayer de trouver les meilleurs standards. Il y a aussi, alors j'en parle dans ces outils-là, mais il faut comprendre que plus vous avez de gens, plus les canaux de discussion augmentent. Et ça va très très vite. Avec 10 personnes, vous avez 45 canaux différents de communication. Donc l'idée d'avoir ces pratiques, ces rituels de standardisation pour partager, pour expliquer où sont les problèmes, pour se dire, bah tiens, est-ce que on a Rust? Ok, Rust, ça a l'air super sexy. Est-ce qu'on va en faire? Oui, pourquoi? Comment on fait? Est-ce qu'on essaye? Ça va être vraiment excellent. Un élément important aussi, j'en parlais pour décider des outils. Ce qui est très bien avec les microservices, c'est cette capacité à essayer d'autres choses. Donc, par exemple, nous, on est dans le monde Java. Dans le monde Java, on fait beaucoup d'Hibernate, cet ORM magnifique, et qui a ses limites. Et nous, dans notre équipe, on s'est dit qu'on allait essayer autre chose. On a essayé Joue, qui est un DSL Java, qui vous écrivez du SQL en Java directement, et ça représente votre requête. Et nous, on l'a essayé chez nous, et l'avantage, c'est qu'on peut essayer ça, cette librairie, sans influencer les autres, sans demander à tout le monde, bon, est-ce que demain, tout le monde utilise ça? Non, on peut l'utiliser, etc. Et après, quand il y a eu ce POC, cet essai, on peut partager ça. Je crois que c'est Netflix qui en parle assez bien, qui explique comment ils diffusent des nouvelles idées au sein de leur architecture. Donc, ils laissent la permission à certaines équipes d'essayer, après d'expliquer pourquoi c'est une bonne pratique, et après diffuser petit à petit. Leur gros truc aussi à Netflix, c'est des boîtes qui évoluent en permanence, donc je ne sais pas où ils en sont, mais ils en parlaient souvent, c'est que Netflix a beaucoup travaillé sur leur stack Java. Tout Spring Cloud, en fait, donc ils utilisaient Spring, et tout Spring Cloud a été inspiré des outils de Netflix. Et en fait, ils proposaient une stack standard qui a été supportée en interne. C'est-à-dire, si vous aviez un problème avec cet ensemble de librairies, ils sont prêts à vous aider. Si vous voulez partir autre chose, comme on dit en anglais, it's on your own. Vous êtes dans c'est votre propre aventure, mais vous assumez les conséquences. C'est-à-dire vous avez une notion de SLA, de fait que ça marche, de répondre à tout ça. Et ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous êtes obligé de continuer à ça et ça va peut-être vous demander beaucoup plus d'énergie. Si vous n'avez pas envie de mettre cette énergie, vous pouvez utiliser les outils standards et ils sont supportés par l'entreprise. Je vais passer ça. Et le plus important, alors les slides sont dispo, hein, je pourrais les partager à la fin, vous aurez les images, les gifs. C'est de créer, l'intérêt aussi des microservices, c'est de créer une organisation qui apprend. Donc j'en ai plus ou moins parlé, on va essayer en permanence, on va partager, on va diffuser. L'idée c'est que chaque équipe qui gère son bonding contest, ou plusieurs bonding contests d'ailleurs, ne devienne pas un petit bastion qui fait comme il veut dans son coin. Donc c'est là où c'est vraiment à pas oublier, on reste quand même une plateforme, il faut une certaine standardisation. Une chose qui n'a malheureusement pas été faite ou pas assez faite, c'est que régulièrement, il y avait dans mon contexte, dans le contexte qu'on avait, il y avait des services qui passaient d'une équipe à l'autre. Et là, malgré le fait je pense qu'on était tous de bonnes conditions d'essayer de bien faire, on essayait de pousser les bonnes pratiques. Quand quelqu'un reprenait le code d'une autre équipe, clairement, c'était c'est quoi ce code pourri? Attendez, je vais faire une petite pause de 2 secondes. Je suis désolé. Si vous avez des questions, si vous voulez, c'est le moment. Aujourd'hui, un problème technique, les avantages du télétravail. Sébastien, si tu veux faire l'interlude musical. Absolument, je peux faire des claquettes. Bon, alors j'en profite du coup de l'interruption pour te signaler que ton son est un peu saturé, mais que si jamais tu pouvais trouver un moyen d'améliorer ça, ce serait top. Sinon, si vous avez des questions, vous les mettez sur le chat public. Là, tu vois qu'il y a Anthony et Johan qui sont en train de taper. Ouais, désolé. Pour le son qui est saturé, je sais pas du tout d'où ça vient. Je suis désolé. Je parle peut-être un peu trop fort. Ouais. Il y a aussi un petit fond sonore bizarre qui reste. Ouais, il y a un ventilo. Je pense que j'ai mal activé mon micro.
Il n'y avait pas de grosse database en back-end. On la casse comment? Alors, n'hésitez pas à me recontacter sur Twitter, c'est Y, je vais le mettre ici, ou par mail à la fin de cette presse. Il y a plein de questions là-dessus sur le fait d'éviter un distributed monolith. Un des gros éléments de ce monolithe distribué, qui est un peu là vous êtes enfin, vous avez les désavantages des deux mondes sans aucun désavantage. Et donc l'idée c'est d'avoir une base de données qui est partagée par tous les services. Après, si vous créez des tables qui sont bien séparées, si vous créez des schémas, si on parle d'Oracle, qui sont bien séparés, clairement, vous pouvez utiliser la même base de données Oracle, il n'y a pas de problème. C'est juste, faites en sorte que vous n'ayez pas deux services qui viennent attaquer la même table. Et là, c'est le drame. Mais on reviendra après sur ce genre de questions. Et avec plaisir pour vous partager plein de liens. J'en ai partagé récemment, tu les as vu passer, Sébastien. On va continuer. Donc, organisation auto-apprenante, il va falloir évoluer, il va falloir partager, il va falloir définir c'est quoi les contrats. Les microservices, c'est clairement, vous rentrez dans le domaine du complexe, voire du chaos. Et le domaine du complexe et chaos, ça se travaille en apprenant en permanence, en évoluant en permanence. Je dirais même qu'il n'y a pas de best practices. Alors, il y a des problèmes à éviter, mais il n'y a pas faites comme Netflix, faites comme Amazon, c'est vraiment faites comme vous pensez. Quel est le mieux pour vous? Quels sont les problèmes que vous voyez de s'améliorer en permanence? Et comme le dit quelqu'un qui est très très bien, Alberto Brandolini, c'est le développement de logiciels, c'est un process d'apprentissage continu, et le fait d'avoir du code qui marche, c'est un side effect. N'oubliez pas ça, c'est vraiment... Et les microservices, c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir apprendre plus facilement. Mais si vous n'êtes pas capable d'apprendre, soit par des contraintes organisationnelles, soit par des contraintes de temps ou d'argent, des trucs, ça va être compliqué. Je vais passer j'avance beaucoup plus vite que prévu, mais tant mieux. Je vais passer à un élément qui est extrêmement important, qui est la prod. Avec cette célèbre image de The IT Crowd où le personnage continue à taper sur son PC alors que la salle prend feu. Et ça, c'est ce qui nous est arrivé, c'est qu'au final, on a livré du code, ça passe les tests. Qu'est-ce que ça veut dire, ça passe les tests? Et puis ça part en prod, et puis ça marche pas. Et en fait, tout le monde se regarde, et personne ne prend le problème. Alors, en prod, on était un peu sérieux, ça marchait quand même, mais l'erreur classique, souvent ce qui arrive, c'est que comme la prod, on a peur de livrer sur la prod, parce qu'on n'est pas sûr de nos tests, parce qu'on n'est pas sûr de notre outillage de continuous delivery, on va faire un environnement de pré-prod. Et en fait, votre environnement de pré-prod, on a tendance à le casser. Donc on va faire un environnement du AT. Et en fait, l'environnement du AT, on a tendance à le casser. Et puis il y a des gens qui viennent tester, les PO, les QA, etc. Et puis on fait nos démos. Donc on va faire un environnement d'homologation. Et puis en fait, comme on casse vraiment tout, on fait un environnement de dev. Et comme on a 5 environnements à gérer, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a aucun qui marche. Une presse de gens assez fous, mais très intéressante, qui s'appelle Quality in Production, où ils expliquent qu'ils ont un seul environnement, c'est la prod. Alors, c'est peut-être le truc, ne le faites pas à la maison, mais clairement, il faut garder ça en tête en sachant que c'est possible, et s'obliger à faire ça, ça pourrait être la contrainte la plus extrême pour avoir une prod qui marche en permanence et travailler cette capacité à être résilient, à réparer une erreur, à pouvoir livrer en permanence, parce que quand vous avez un seul environnement qui est la prod, je vous assure que la livraison doit être un non-événement, sauf si la prod est censée marcher 2 jours par semaine. Ça, c'est une autre discussion. Alors, un des premiers éléments qui ressort encore plus quand vous faites du container as a service, donc du Docker, ce que vous voulez sur Kubernetes, c'est que le classique, c'est quand on a un problème sur un service, on se connecte à la machine qui héberge ce service, et puis on va lire les logs, et puis on fait un tel-f, etc. Quand vous avez des microservices, au moins une dizaine, vous ne le faites plus. Et si vous avez des conteneurs, vous ne le faites plus du tout. Enfin, n'essayez même pas de le faire. Donc la première chose à faire, c'est de travailler un outil de centralisateur de logs. Ça va être Elasticsearch, Kibana, etc. Ça va être des outils en ligne
ce que vous voulez, mais la première pierre angulaire à poser, c'est vraiment un outil de centralisation des logs qui soit efficace, qui soit facilement, on va dire, explorable. Je ne sais pas si j'en parle dans cette presse, mais clairement, allez voir les concepts d'observabilité. Parce qu'encore une fois, si vous faites du monitoring à la papa, ça va être très très dur. Donc il va falloir être très, on va dire, voir les problèmes si possible avant qu'ils arrivent. Nous, où j'étais, c'était une transition vers, alors c'était pas Kubernetes, c'était Docker Enterprise. Mais moi, j'avais tendance à savoir quand le cluster allait tomber avant les gens qui s'en occupaient. Alors, c'est pas une bonne nouvelle, hein, clairement. Mais voilà, faites ça, allez jusqu'à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, oui, c'est surveiller l'état du système. Regardez, alors, comme vous allez faire beaucoup d'appels réseau, regardez l'état de votre réseau. Moi, je ne suis pas ingénieur réseau, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Et je pense que si on va très loin dans les microservices, clairement, vous aurez besoin de gens qui connaissent très très bien le réseau, très très bien comment monitorer le réseau. Le réseau, c'est une bête qui n'est pas agréable. Et alors, dans un cas classique, ça ne se voit pas. Mais malheureusement, alors vous allez peut-être aller voir ce qu'on appelle les 99 percentiles, ça veut dire les 1% des gens qui ont le plus de problèmes. Parce que si vous regardez la moyenne, tout va toujours très bien se passer. Et si vous êtes sérieux, vous allez regarder les 1% qui se passent mal. Et c'est là où peut-être que vous allez avoir des problèmes très très chiants de lag réseau, de configuration du réseau. Et ça peut devenir très très rigolo. Je n'ai aucune grande expérience avec Kubernetes. Si quelqu'un dans la salle en a, je pense qu'il y a des histoires de guerre à partager. L'alerting, comme je disais, ça va être... alors, il y a des gens qui n'aiment pas l'alerting. Encore une fois, si vous faites de l'alerting à la papa ou vous envoyez des mails, on a 40 mails dans la journée, on s'en occupe plus. L'alerting, ça doit être, si vous pouvez le faire, faites une sonnerie de pompier dans l'open space. Mais en gros, alerte, ça veut dire on arrête tout et on travaille sur le problème. C'est pas juste c'est pas juste mettre une règle d'email qui fait que ça passe dans la corbeille directement. Ouais, voilà, il y a Fallacies of Distributed Computing, c'est très très bien. Un autre élément, mais ça c'est plus si vous faites du conteneur, c'est très rigolo, c'est les health checks. Alors, les health checks, c'est quoi? C'est un petit système qui permet de surveiller l'état d'un conteneur, par exemple, au démarrage, ou pendant les durées de vie. S'il ne répond plus, vous allez l'éteindre et essayer de le redémarrer. Donc la logique de base, et dans Docker Enterprise, il y avait une sorte de limitation, contrainte très ennuyeuse, c'est qu'on ne pouvait pas définir une limite de nombre de restarts. Donc quand elle avait démarré, au démarrage ça marchait, mais s'il était running et que ça commençait à merder, ça redémarrait à l'infini. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand vous utilisez par exemple de base Spring Cloud, qui embarque des notions de health check, par défaut les health checks sont transitifs. Donc ils vont voir ils vont voir l'état de santé de ces dépendances. Par exemple, c'est des dépendances d'infrastructure, la base de données, tout ça. Et comme étant dans une grande banque, on avait du Oracle, et Oracle, c'est pas très continuous delivery, c'est plutôt on arrête tout et on redémarre, et on arrête tout pendant longtemps. Et ben pendant ce longtemps, en fait, les applications redémarraient. Donc en fait, quand votre application fait semblant d'essayer de marcher et redémarre 1000 fois dans la journée, voire 1000 fois dans l'heure, c'est que ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment une notion de comment votre système chaotique vit, comment vous le maîtrisez. Ça demande j'allais dire compétences, c'est pas des compétences, mais plutôt une attention particulière à ce genre de problème. Et ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et donc, on en arrive encore une fois à, si vous êtes dans une approche où les ops font le travail de gérer la prod et les devs font le travail de livrer des trucs en prod, enfin de livrer des trucs, pas en prod, mais de livrer des trucs, et ben ça va être très vite un désastre et très vite les gens vont se détester. Parce que, comme on dit, le problème de DevOps, c'est qu'un Ops, lui, son but du jeu, c'est que ça soit le plus stable possible, parce que si ça marche au J-1, si rien n'a changé, il espère que à J, ça continue de marcher, et à J+30, ça continue de marcher. Si à côté, vous avez des devs qui font que de livrer des conneries, et s'amusent à mettre du Rust, ou je sais pas quoi, ou la librairie qui n'a pas été validée par les architectes, et ben clairement, ça va très vite finir en réunion de crise tous les lundis matins. Donc là encore une fois, c'est vraiment
une pierre mais monstrueuse à mettre en place. C'est que si vous n'êtes pas dans une approche où les ops sont à côté et il n'y a pas des murs entre les deux, c'est la première fondation. Je relirai après, j'ai avancé, j'ai vu le retour de séance. En conclusion, qu'est-ce qu'on a alors, c'est bien le microservice, ça permet de sortir d'un gros monolithe, ça permet d'extraire petit à petit des éléments. Et en plus, vous pouvez mettre des techniques de refactoring comme le pattern de strangulation, strangler pattern. On va sortir petit à petit des bounding contexts du monolithe et les réintégrer. Ça marche assez bien. Ça permet d'isoler les sous-domaines d'un point de vue langage, d'un point de vue métier, d'un point de vue équipe, enfin, c'est vraiment très intéressant. C'est plus ou moins le seul moyen que vous avez de découper un gros système et de faire travailler plusieurs équipes ensemble. Ce truc-là, j'en ai pas parlé avant, ça peut être une facilité à remplacer un microservice. L'idée d'un microservice, c'est quelques milliers de lignes de code, peut-être 10 000, enfin je sais pas, j'ai pas de notion de taille, mais nous, notre taille, c'était plutôt de 1000 à 5000. Et clairement, potentiellement, en un mois, la même équipe, même pas en 3 semaines, la refait. Souvent, le plus compliqué, c'est de comprendre le métier. Vous pouvez switcher de langage. Si vous connaissez un autre langage, vous connaissez par cœur, switcher d'un système à un autre. Tant que le contrat, tant que les interfaces autour sont respectées, tant que cette frontière entre les services est standardisée et respectée, ça peut se switcher très vite. Ça permet d'expérimenter, aller essayer d'autres librairies, aller essayer d'autres façons de faire, aller essayer l'event sourcing par exemple. C'est une blague, je ne sais pas si c'en est une, parce qu'en fait je pense qu'on le fait surtout pour ça. Ça permet de bien remplir le CV avec plein de mots-clés, c'est super. Après, vous highlightez tous les chercheurs de CV. Mais vraiment, il ne faut pas sous-estimer la complexité d'un système distribué. Un des gros soucis, c'est dès que vous commencez à taper les transactions distribuées, donc vous avez une consistance qui est nécessaire au niveau métier entre deux services, vous avez tapé un problème. Soit, en fait, vos bounding contexts sont mal faits, sont mal découpés, soit le métier vous demande un truc qui est un peu extrême, et vous pouvez vous dire, non, mais ça va être éventuellement consistant. Globalement, sur un cas pour 1000, tu vas peut-être avoir un problème et on s'en sortira. Parce que si on essaye de résoudre ça d'un point de vue technique, ce qui n'est pas possible, en fait, c'est un sujet de recherche, ou alors vous sortez JTA, tous les trucs de transactions distribuées qui ne marchent pas, et globalement, ça reste un problème non résolu. Donc, quand vous commencez à taper ce genre de soucis, posez-vous des questions pourquoi vous en êtes là, et c'est sûrement qu'à un moment, vous avez pris le mauvais chemin. Il faut mais vraiment un excellent niveau technique, aussi bien au niveau du craft que de l'outillage, du DevOps, des compétences. C'est d'ailleurs un des gros problèmes, c'est que finalement, il faut être full stack. C'est très ennuyeux là-dessus. Après, si vous le faites bien, ça laisse de la marge. Si vous êtes bien au niveau des tests, ça laisse de la marge à l'apprentissage. Et ce que j'ai dit tout au long de la presse, c'est qu'il faut vraiment l'organisation qui va bien. Alors, l'organisation qui va bien, c'est pas obligatoirement que vous êtes en start-up, parce que je pense que sinon ça va être YOLO. On a fait 100 services à deux. Alors encore une fois, Monzo, c'est un cas un peu étonnant, parce qu'à première vue ça marche, donc comment il faut est-ce qu'ils ont un ingrédient secret? Je n'en sais rien. Et après, vous allez plutôt avoir les organisations très classiques, qui sont très structurées, très hiérarchisées, où DevOps n'est pas encore la norme. Enfin, il y a toujours ces séparations. Et là, ça peut faire très mal. Ou par exemple, la CI, si vous sentez qu'elle ne tient pas la charge, ou limite, c'est pas vous qui la gérez, ah oui, mais une nouvelle instance de Jenkins, non, on peut pas, c'est trop cher, tu vas l'avoir, mais dans 6 mois, le temps que le prestataire 32 fasse son travail. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais Si vous faites du Java comme nous, il y a Spring Microservice in Action. C'est un super dictionnaire de tous les éléments techniques, de toutes les briques techniques. Le livre qui reste quand même encore la référence, qui est d'un monsieur qui s'appelle Sam Newman, qui s'appelle Building Microservice. Allez le lire avant. Il y a Microsoft qui fait des très bonnes docs autour des cloud design patterns, donc des architectures microservices. C'est super intéressant. Et voilà. Si vous avez des questions, et je reste sur cette superbe image. Alors, je vais essayer de lire un peu. Il y a quelques petits trucs sur le chat.
Les bonnes réunions de crise, ça se fait le week-end. Ouais, là c'est les vrais. Ça, c'est les gens qui sont dans la vraie vie. Alors, un retour d'expérience assez commun, quand un client vient avec Kubernetes ou équivalent, il découvre l'intérêt des rate limits et circuit breaker et surtout du parfum retry. Donc oui, il y a plein d'outils comme ça, circuit breaker, rate limit, etc. Alors le problème, c'est que ça, c'est souvent, on n'y pense plus parce que ça a été géré par la prod, ce qui était vraiment en face de l'utilisateur ou de l'attaque des DOS. Et nous, on voit plus ça. Et oui, quand on commence à créer une architecture de microservices, ça nous retombe sur la figure. Et au final, c'est pas qu'on n'est pas capable de le faire ou de l'apprendre, c'est juste qu'au bout d'un moment, on est quand même dépassé par l'ensemble des choses à connaître et ce genre de choses. Alors, il y a une voie qui n'est pas parfaite comme toujours, mais qui semble intéressante, c'est tous les sidecars de type sur Kubernetes. C'est pas Envoy, j'ai plus le nom, qui fait beaucoup parler de lui. Enfin, les sidecars qui vont permettre de gérer, par exemple, votre certificat SSL, le circuit breaker, le Istio. Voilà, Istio. Ces outils-là, je crois, les Linkerd, un truc comme ça qui fait à peu près la même chose. Je pense que c'est des sujets à explorer et à poker assez vite. Parce que si on peut libérer le développement de tous ces soucis un peu chiants de prod, là, ça peut être. Ah bah voilà, je ne savais pas que c'était basé sur Linkerd. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus, on peut standardiser ce genre de problème à l'extérieur de l'application, et enfin à l'extérieur, à côté de l'application, et de dire, bah, vous faites ce que vous voulez dans votre application, vous faites du Rust, du Java, du Kotlin, du .NET, mais ça, par contre, on va faire toujours la même chose, et vous êtes capable de communiquer avec tout. Et oui, c'est la notion de service mesh. Et en fait, ce qui est beau avec les microservices, c'est qu'il y a toujours un nouveau truc à découvrir. C'est super, c'est un peu des Kinder Surprise, quoi. On a l'impression d'avoir rajouté un nouveau mot-clé sur son CV, mais non, il y en a encore un nouveau. Il y a Kevin qui te demande comment tu anticipais un problème que tu n'avais pas encore, qui n'était pas encore survenu en prod, comme tu le disais. Bah, en fait, quand vous commencez à voir les services qui ralentissent, quand vous mesurez la latence, quand vous mesurez le nombre d'erreurs, quand vous voyez que ça commence à pas répondre, et quand toute votre plateforme commence à pas répondre, alors soit tout le monde fait n'importe quoi, mais comme je vous dis, il y a 35 layers d'environnement avant, donc on livre rarement en prod ou avant. Et quand on voit le monitoring qui commence à clignoter en rouge, en fait, c'est tout simplement que le cluster Kubernetes est en train de tomber. Et ce qui est triste, c'est qu'en fait, vous devriez avoir une équipe plateforme qui vous annonce très vite avant que non, c'est en train de tomber. Parce que si vous êtes obligé d'appeler l'équipe plateforme pour dire, hey, il n'y a pas un problème, c'est trop tard. Ouais. D'ailleurs, j'en revenais, moi j'avais une petite question sur, tu disais que en gros, pas d'espoir s'il n'y a pas un vrai travail d'équipe entre les ops et les devs, donc vraiment dans une logique DevOps. Est-ce que tu l'as, est-ce que moi j'ai jamais rencontré vraiment une superbe articulation entre les DevOps, les devs ou les Ops et les devs, on ne sait pas trop comment ça s'appelle. Est-ce que c'est pas, ça fait pas partie du monde de l'imaginaire? Est-ce que tu l'as rencontré toi? Est-ce que tu as vraiment rencontré un travail d'équipe dans ton expérience? Alors, nous, on avait un anti-pattern. Bon, anti-pattern, ça marchait bien parce qu'ils étaient à côté de nous et qu'on était potes et qu'on se prenait les murs de Docker et Docker Enterprise. Mais c'était l'équipe DevOps. Donc, on avait inventé un troisième silo qui était l'équipe DevOps. C'était cool parce qu'ils étaient présents, ils étaient à côté, on pouvait venir les frapper avec de la violence quand ça ne marchait pas, en toute bienveillance. Euh, mais, euh, mais non, j'ai jamais rencontré le vrai truc qui marche. Et c'est vraiment ce livre, Team Topologist, quand tu parles très très bien. Et la première pierre angulaire, c'est d'avoir une équipe plateforme, enfin, un plateforme as a service, qui soit peut-être pas au niveau d'un AWS, mais qui ait une qualité de service, une qualité de documentation, une qualité d'API, etc., qui soit très très bonne. Et déjà, ça, c'est la première chose. Qu'on puisse mettre le dev en tant que simple utilisateur de cet outil. Euh, des gens qui en parlent très bien aussi, c'est Clever Cloud. Clever Cloud, ils vous disent, bah, nous, on prend votre GitHub et le reste, la prod, on le gère, c'est plus ton problème. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, que ça correspond à tous les besoins, mais ça, c'est déjà avoir cet objectif de dire,
On va enlever les problèmes, c'est super. Et après, oui, si on peut pas, si c'est trop complexe, avoir un ops qui est proche de l'équipe, voire dans l'équipe, c'est très bien. Il y avait Thomas qui posait une Ouais. question. Comment gérer les migrations de structures de DB dans le process de continuous delivery avec un environnement microservice? Comment tu vas les schémas Toi, tu t'es fait très mal et ton schéma dans une base de données est utilisé par plusieurs services. Alors là, bon courage, bonne chance. Soit en fait, tu as ton propre schéma, ta propre base de données pour ton service, et dans ce cas-là, tu suis les standards classiques. J'ai Liquibase dans le monde Java, tu as des outils qui permettent, au moment où tu livres, ça fait l'update. Je ne suis jamais allé jusqu'au rollback, normalement ça peut même gérer les rollbacks. En fait, ce qu'il faut faire, il y a toutes des stratégies d'évolution de schéma. L'évolution de schéma, c'est un vrai problème. En fait, dès que vous avez des utilisateurs, donc si vous faites des microservices, vous allez avoir plein de gens qui s'utilisent entre eux. Dès que vous allez partager, comme j'ai dit, encore une fois, le problème, c'est l'interaction, c'est aux frontières du service. Donc, c'est les schémas qui sortent de votre service par votre API, etc. Ça va être un problème. Donc, vous avez des techniques de migration, par exemple, où vous n'allez jamais renommer une table directement. Vous n'allez pas livrer en renommant une colonne, plutôt. Vous n'allez pas livrer en renommant une colonne. Vous allez d'abord rajouter la colonne, écrire dans les deux, puis voir si ça marche, puis relivrer en arrêtant d'écrire dans la première, voir ou après effacer la colonne d'avant. Vous êtes obligé de faire ce genre de migration plus incrémentale que je livre et je fais l'update au passage. Donc il y a encore une fois, c'est tout un sujet à explorer. C'est pas compliqué, mais il faut l'avoir en tête. Et suivant les outils, va avoir suivant les écosystèmes, va avoir les outils. Tout à l'heure, tu parlais d'une feature, ce qui était, je me rappelle plus du terme, c'était un switch, enfin inclure ça dans les services, hein, donc pouvoir activer telle ou telle features en fonction. Ouais. Et est-ce que ça faisait penser pas mal à un hack, quoi, une série de if, tout ça, c'est vraiment un truc qui est à faire. Alors, en fait, c'est plutôt lié à la notion de livraison en continu. Si vous voulez livrer en continu, vous êtes obligé de faire vous êtes obligé. Vous n'êtes jamais obligé de faire quoi que ce soit, mais le mieux, c'est de faire du train-based development. C'est-à-dire qu'on code que sur une branche, qui est la branche principale. Ce qui veut dire que si vous voulez livrer à tout moment parce que vous devez corriger un bug, qu'est-ce qui se passe? Parce que bien sûr, vous allez livrer au milieu du développement. Donc, on va commencer par développer, on va commencer un développement en faisant ce qui est appelé du branch by abstraction. Je ne sais pas comment on pourrait traduire comme ça en français. Mais en gros, cette abstraction de branche avait un if, et donc il y a un flow de code différent. Donc oui, c'est un hack, il n'y a rien de plus débile. La complexité est de gérer le cycle de vie de ces abstractions et de ne pas faire un code, il n'y a que ça en fait. Au final, il n'y a que ça. C'est ça la complexité. Julien qui demande, que penses-tu du pattern CQRS, hein, Command Query Responsibility Segregation? Alors, c'est ce qui est entre parenthèses qui me fait réagir. Ça n'a pas grand rapport. Alors, ok. CQRS, c'est qu'on sépare l'écriture de la lecture. En fait, on se dit l'écriture et la lecture sont deux contextes qui sont très différents, qui n'ont peut-être pas le même besoin en termes de performance. Il y a des systèmes où vous avez 1000 fois plus de lecture et d'écriture, et d'autres systèmes où vous avez 1000 fois plus d'écriture que de lecture. En finance de marché, potentiellement, vous avez beaucoup plus d'écriture que de gens qui viennent lire le cours de l'action à l'instant T. Donc on va séparer les deux. Il y a aussi toute une notion d'architecture qui est liée à l'event sourcing, mais en aucun cas c'est un rapport avec une database par service. La notion de database par service, c'est vraiment, vous devez créer un service qui est autonome. Donc après, si votre base de données, c'est un bon vieux Postgre ou un MySQL ou je sais pas quoi, un MongoDB, et vous l'utilisez pour l'écriture et la lecture, en termes de microservices, il n'y a aucun souci. Si vous faites du CQRS, c'est souvent associé à l'event sourcing, sûrement vous allez avoir une base de données d'écriture
un event store, par exemple, pour l'écriture, et vous allez avoir des bases de données de lecture qui vont peut-être être des bases de données type MongoDB ou un Redis ou ce genre de choses, qui vont optimiser la lecture, qui vont servir de sorte de... C'est tout un sujet en soi, donc je peux pas... si je rentre dans les détails, on en a pour une demi-heure. Mais on n'est pas obligé. Ok. J'ai vu un moment, je réagis juste, que j'ai vu à propos des fonctions as a service. Alors, je pense qu'il y a des trucs qui sont super puissants dans la fonction as a service. Le cas, à mon avis, de base, c'est par exemple, vous faites un service qui upload des images, Instagram, je sais pas quoi, Facebook, et vous voulez, quand l'image arrive, être redimensionnée. Ou WhatsApp, si vous voyez, WhatsApp redimensionne des vidéos, reconvertit tout. Ça, c'est super. Les fonctions de service, c'est super, et en fait, vous n'avez qu'un seul service qui est redimensionner l'image avec des lignes de contexte, redimensionne l'image et ça l'envoie. Faire tout un SI à base de fonctions as a service, j'ai pas d'expérience, j'en sais rien. J'ai comme un petit picotement à l'arrière du crâne. Mais comme l'effet Monzo, je ne connais peut-être pas comment ça vit. Mais j'ai très peur que ces stratégies pures se prennent un mur au bout d'un moment. C'est quand même des bases de code. Alors, si vous voyez, en ce moment, c'est là où ça devient marrant, c'est qu'on fait ce genre de choses, on fait plein de services, plein de microservices, plein de Monzo, par exemple, bah, qu'est-ce qu'ils font au bout d'un moment? Ah bah merde, ça marche plus, il faut qu'on fasse un monorepo. Super. Donc le monorepo, le truc qui est géré par votre outil standard. Non, il faut Bazel. Super. Donc c'est très bien pour ramener tout Google chez vous, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit au même niveau Google et où tout le monde ait besoin de Google. Donc nous, par exemple, dans nos microservices, on avait une stratégie d'isolation qui était justement des repos séparés. Et des librairies, quelques librairies pour standardiser, partager. Et encore une fois, il y a tout un débat, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas bien. Mais souvent, on commence à creuser, on a une solution qui nous paraît très intéressante, mais on la met tellement partout qu'on prend des problèmes énormes et on ramène une autre solution au problème qui crée de nouveaux problèmes. Et c'est très rigolo, ça nous fait du travail à l'infini. Mais encore une fois, c'est la bonne idée. Et je finirai ou pas, je finirai sur un dernier mot. Il y a des gens qui disent arrêtons ces conneries, essayons de faire des monolithes modulaires, c'est-à-dire des monolithes où il n'y a qu'un seul package, c'est cette application qu'on va livrer, parce que finalement, on n'a pas des besoins de lecture ou d'écriture très spécifiques. Mais dans ce monolithe, on va bien découper les packages dans des éléments indépendants, qui même peut-être vont dialoguer avec des bases dépendantes, différentes. Pas parce qu'on livre un seul package en prod que ce package-là est obligé de communiquer avec une seule base qui est la base de données Oracle. Donc, alors, moi, pareil, j'y crois pas trop parce que je pense que si on est dans un même code base, même application, même package, ça va être très dur de bien séparer. Au bout d'un moment, on va prendre des raccourcis qu'on va payer plus tard. Mais je pense que c'est aussi aller voir ce que ça veut dire, c'est pourquoi les gens en parlent et pourquoi on en est arrivé là. Ok, voilà. Il est 10h34, hein. Je pense qu'on va arrêter là, sauf s'il y a vraiment une dernière question ou une question à laquelle on n'aurait pas répondu. En tout cas, c'était très intéressant. On voit que c'est quand même, c'est pas un sujet, c'est pas parce que c'est la mode qu'il faut y aller et que si on y va, il faut y aller avec moult précautions sur le microservice. Merci beaucoup Yannick. Merci. À bientôt. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez d'autres questions. Oui. Le 3 juillet, on a un BBL qui va être justement sur K8S, ou plutôt K3S. Donc, c'est un peu le K8S pour les expliquer aux développeurs. Donc, ça peut être intéressant. Ce sera le 3 juillet. Merci à tous d'être passés et à bientôt pour un nouveau BBL. Au revoir.